Fête des 50 ans de maçonnerie de Maurice Gombault à l'Aurore sociale en avril 1980. Vénérable maître Lucien Vaudet. Premier intervenant Jean Bouillat. Deuxième intervenant Maurice Gombault. Troisième intervenant, très illustre frère Georges Martory. Quatrième intervenant, très illustre frère Jacques Mitterrand. L'enregistrement a été prêté par la sœur Eliane Roth, fille de Maurice Gombault. Vénérable maître, très illustre frère, ça me paraît oiseux de vous passer tous en revue nominalement. Aussi, je dirais tout simplement, frères et sœurs, en vos grades et qualités, salut et fraternité. Oh, je t'ai oublié, mon frère. C'est pas de chance. Aussi, je dirais tout simplement, mon frère ou frère Maurice. J'étais oublié aujourd'hui, mais je ne t'ai pas oublié dans ma mémoire. Et je pense que la mémoire est une chose curieuse, car toi tu es oublié, mais moi pas. Pourquoi d'ailleurs, au cours de ma vie tumultueuse, j'ai le souvenir d'un dimanche de printemps où, avec les joueurs de France, nous étions partis de notre local, merci, quai des Comtes de Champagne, et nous étions venus à pied, traversant toute la ville, pour une grande sortie sur le terrain des patronages laïcs de Sainte-Savine, que je situe maintenant, c'était en plein champ à l'époque, que je situe maintenant aux environs du terrain de la piscine de Sainte-Savine. Et dans l'après-midi, nous avons eu la visite de deux personnalités, deux vieux. Enfin, j'étais dans les années 30-31, il y a 50 ans, je situe ça très bien, j'avais 10-11 ans. Et il y avait deux vieux, il y en avait un, c'était notre frère Gaston Rogelin, qui était président des patronages laïcs, et l'autre, qui était un éclaireur de France, qui était déjà vieux aussi, il avait au moins 22 ans, c'était toi, mon frère Maurice Gombault. La vie a de curieux détours, puisque, à 50 ans de distance, me voilà, te voilà là où tu es, et nous voilà chargé, comme dit volontairement, comme dit notre vénérable maître, d'un devoir difficile et facile. Facile parce que s'il ne s'agissait que de traduire ce que tous les sœurs et frères réunis ici peuvent représenter de toi, ce serait facile parce qu'il suffirait de laisser parler mon cœur qui, j'en suis sûr actuellement, bat à l'unisson en harmonie avec tout le cœur des sœurs et des frères réunis ici pour t'honorer. Mais mission difficile, car s'il faut traduire aux générations futures par l'intermédiaire du grand secrétaire tout ce que peut représenter 50 ans de vie maçonnique, civique et sociale, aussi bien remplie que la tienne, c'est un travail très ardu et je pense surtout ce travail a été rempli de façon exemplaire et en toute honorabilité. Ourellement. Maurice Gombault, né le 10 juin 1905, initié au grade d'apprenti le 14 avril 1929, compagnon le 22 février 1931, maître, je te donnerai tout ça mon père, le 12 mars 1933, 18e le 9 juillet 1950. Tels sont tes grades maçonniques. Il faut constater, mon frère Maurice, que tu n'as pas beaucoup mordu dans les hauts grades de la maçonnerie spéculative et symbolique. Mon frère Jacques Mitterrand, tu me comprendras. La vie est un choix, et l'important, ce n'est pas les cordons ni les décors, c'est de faire, et de faire surtout en restant fidèle à la base. Les cordons ne sont qu'on les signes extérieurs des charges et fonctions que l'on a assumées, et mon frère Maurice, ça tu l'as fait. En tes différents postes d'officier à l'Aurore sociale jusqu'aux années 30. Tu étais membre fondateur de la respectable loge Tendre et fraternel accueil à l'Orient de Troyes, orateur de cette loge jusqu'à la guerre en 1939. À la Libération en 1946, avec une poignée de frères, tu as reconstitué notre bien-aimée loge de l'Aurore sociale dans des conditions difficiles, surtout financières. On en a parlé ici, je n'y reviendrai pas. À cette loge, tu as été orateur de 46 à 50. Vénérable pour un premier mandat de 50 à 56. Vénérable pour un deuxième mandat de 62 à 67. En 67, les frères de l'Europe de l'Atelier, à l'unanimité, te conféraient le titre de Vénérable d'honneur,
ce qui fut validé par le Conseil de l'Ordre. Par ailleurs, tes qualités hautement maçonniques, le rayonnement de tes activités, la chaleur de ta fraternité, ont valu que les votes des frères de notre région te portent pour nous représenter aux hautes fonctions de conseiller de l'Ordre du Grand Orient de France, lors de 2 mandats, séparés par les 3 ans réglementaires, de 55 à 58, de 61 à 64. Mais aussi, mon frère Maurice, en deçà de la représentation régionale et nationale, tu as été et tu demeures encore l'émergence et la permanence de la maçonnerie, et plus particulièrement du Grand Orient de France, dans l'Aube et dans la région. Tu n'as pas craint de te dévoiler comme tel vis-à-vis de tous les préfets, suivis en cela d'ailleurs par tes successeurs. Tu as été, et tu es encore un peu, la boîte à lettres de tous les francs-maçons qui t'ont connu dans tous tes déplacements. Et je suis témoin, nous sommes tous témoins, que pas un frère isolé, je pense aux rapatriés d'Algérie, n'a frappé en vain à ta porte. Sur le plan de ton humanité et de ta fraternité maçonnique, tu as été l'organisateur dans notre département de l'orphelinat maçonnique et son correspondant actif. Lorsque notre loge a adopté les 3 enfants de notre frère Caperne, puis a adopté le fils de notre frère Marius le Jeune, c'est toi, Maurice, qui a été la cheville ouvrière de cette opération. Et grâce à toi et ton action de l'orphelinat maçonnique, ces enfants, nos filleuls, ont obtenu des subsides très appréciables qui leur ont permis de mener leurs études et leur vie jusqu'à leur majorité. Il faut aussi parler du citoyen. Mobilisé en 1939, choisi pour l'école de Poitiers, tu as été commandant, lieutenant-commandant d'une batterie d'artillerie en Alsace. Et je me souviens, à l'occasion d'un congrès régional, nous sommes allés tous les deux retrouver ta batterie au milieu des bois et nous avons bu un coup dans le bistrot où tu allais faire tes phrases. Croix de guerre 39-45, captivité et rapatrié sanitaire. Tu n'es pas militariste, Maurice. Tu n'es pas volontaire pour les périodes militaires, mais cependant, curieusement, on te retrouve à la tête comme président des officiers républicains du département. Je pense que c'est dans le but de préserver cette association de tout dogmatisme et de tout fascisme. Par ailleurs, selon ton choix que la tolérance nous demande de respecter, tu as milité au Parti radical socialiste, puis aux radicaux de gauche, tu as été président des 2. Il faut constater que tu demeures l'image de marque de ces partis politiques. Constatez aussi que, sauf très récemment, tu n'as jamais brigué aucune fonction élective. Profondément marqué par l'idéal laïque, on te retrouve partout. Aux Éclaireurs de France, où tu as été initié en 1916 parmi les premiers de France, sur les traces de Baden-Powell, notre frère, dans le symbolisme de Rudyard Kipling, notre frère. On te trouve au patronage laïque, dont tu as été secrétaire général avec notre frère Gaston Rogelin, puis président jusqu'en 1939, et puis président d'honneur. On te retrouve à l'appellation de l'œuvre laïque, vice-président, tu l'es encore, vice-président d'honneur, mais tu as surtout milité, ça s'appelle vraiment du militantisme, comme président de l'UFOLEP, l'organisation sportive la plus importante du département. En 1948, on te trouve aux délégués cantonaux, président de délégation, puis vice-président départemental. Aux parents d'élèves, Fédération Cornec, on te trouve président. Et d'autres frères, d'ailleurs, t'avaient précédé et t'ont succédé à cette association très importante pour nous. On te trouve président du CTAL, Comité départemental d'action laïque. Et c'est toi qui, en 58, 59, 60, étais responsable d'organiser la fameuse pétition contre les lois Barange et Debré, qui, dans l'Aube, ont recueilli 85 000 signatures. Il faudrait aussi parler de la Ligue des droits de l'homme, du planning familial. Dire aussi que, dans un autre secteur, depuis 1945, tu es administrateur de la Caisse d'épargne de Troyes, actuellement vice-président. À côté d'un président compréhensif, tu as su t'entourer d'hommes proches, très proches même de nos conceptions sociales et philosophiques.
Cela t'a amené à siéger à l'office municipal HLM, au SILDA, à la CEDA, j'épargne tous les sites que je n'ai pas compris qui ne m'intéressent pas, mais ce qu'il faut constater, c'est que toutes ces fonctions, bénévoles bien entendu, tu les as remplies dans le seul intérêt de la grandeur de notre ordre. Cela t'a valu beaucoup de distinctions honorifiques, le mérite social, la médaille de la jeunesse et des sports, la médaille d'or de la Ligue de l'enseignement, et surtout cette prestigieuse cravate de commandeur dans l'ordre des palmes académiques, qui est extrêmement rare chez quelqu'un qui n'est pas enseignant. Mais le tableau ne serait pas complet si en parlant de toi, on ne parlait pas de la famille Gongo. Tu sais, comme on te traite entre nous, on t'appelle le patriarche, on t'appelle le rabbin. On apprécie chez toi la pratique d'un culte un peu secret et symbolique qui consiste à communier au nom du chanoine Kir. Ton père, Maurice, était maçon, ton beau-frère était maçon, ta sœur appartenait au Church. Actuellement, un de tes frères est ton fils, sa sœur épouse un de tes frères, son frère lui-même, le fils de sa sœur, on ne parlera pas de sa sœur, de sorte qu'on n'y comprend rien dans cette famille-là. Je laisse au secrétaire le soin de débrouiller ça. Je dis simplement qu'il y en a 5 dans la famille Gongo, qui tous d'ailleurs sont d'excellents maçons ou maçonnes et occupent des fonctions efficaces aussi dans notre ordre maçonnique. Il n'y a qu'une personne dans le tableau qui n'appartient pas à l'ordre. C'est ta chère épouse, notre sœur Élise. Moi, je pense qu'elle n'avait pas besoin d'épreuves symboliques pour avoir des décors. Je pense que des épreuves, Maurice, elle en a eu assez pour accéder au sommet des qualités humaines. Sans elle, Maurice, tu n'aurais jamais pu réaliser tout ce que tu as réalisé. Sans elle, Maurice, dans tes épreuves de santé, tu ne serais pas là aujourd'hui. Sa beauté, le charme de son sourire, sa bonne humeur, son courage, l'optimisme dans le travail, l'humour et la persévérance dans l'amour qu'elle te porte et la vénération pour notre ordre. Mes frères, 50 ans de maçonnerie, c'est long. 50 ans d'exemplaire fidélité. Fidélité à notre engagement solennel de présence. Et Maurice, il y a encore un mois, sur tes béquilles et ton moignon douloureux, tu assistais à notre vie. Fidélité aux grands principes de notre ordre. Liberté, égalité, laïcité et fraternité. Toutes les activités de notre frère ont été motivées par cette finalité, politique de la présence, politique de l'efficacité pour les grandes causes que nous défendons. Oh, bien sûr, tout cela ne va pas sans critique. Avez-vous remarqué, mes frères, dès qu'on veut faire quelque chose, on est tout de suite taxé de présidentite, de cordonite, comme si le cordon que portait notre frère secrétaire ne comportait pas des charges écrasantes de rédaction, comme si le cordon du vénérable maître ne comportait pas un travail incessant, une disponibilité totale, comme si le cordon du sérénissime grand maître, c'est autre chose que d'avoir sa photo en couleur sur un bouquin. Il faut aussi beaucoup de santé et beaucoup de vertu. Ça ne va pas non plus sans difficulté. Problème de conscience, choix difficile. L'important, c'est de faire en toute honorabilité, en toute authenticité, c'est-à-dire adhésion totale de la pensée dans l'action. Faire et essayer de faire bien. Rien de plus navrant que ceux qui veulent mettre la main plus haut qu'ils ont le coude. L'expression triviale est intraduisible en langage normal. Mais les Anglais disent « the right man in the right place ». L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est difficile à traduire aussi. Mais ce qui est important, c'est évidemment de faire en toute honorabilité, savoir la différence entre l'orgueil, qui est la dignité de soi dans l'action, et l'amour propre, qui n'est que vanité. Bon, enfin, Maurice, j'ai l'impression d'avoir fait ton éloge funèbre. Moi, je trouve que tu as beaucoup de chance.
Je pense que tu as beaucoup de chance d'assister à ton éloge funèbre, parce que ça n'arrivera pas à tout le monde d'entendre ce que les autres pensent quand on est encore soi vivant. Or, tu es vivant, Maurice, bien vivant, complètement épanoui par la chaleur des frères qui t'entourent. Hein. Et je pense que peu d'entre nous ont cette joie d'avoir 50 ans de maçonnerie pour entendre dire tout le bien que pensent les autres de soi. Pour nous, maçons, notre adhésion et notre serment initiatique en choix de vie différente est justement une réponse à cette angoisse métaphysique que peut pour certains poser le problème de la mort. Valérie a dit, là, on ne connaît que la mort des autres, on ne connaît pas la sienne. C'est la réponse à cette angoisse métaphysique que chacun se pose sur la finalité de la vie. Nous, francs-maçons, nous savons que la mort est le corollaire biologique obligatoire de la vie. Que la peur de la mort a été exploitée par les systèmes des religions aliénantes. Nous, francs-maçons, hommes libres et libérés, nous possédons la force et le symbolisme de l'initiation qui est de mourir au monde profane et de revivre dans la solidarité de la chaîne d'union. Notre maître Hiram revit dans ses disciples, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et notre chaîne d'union s'étend vers l'avenir. Sans conclure, on ne conclut jamais en maçonnerie. Dans la vie maçonnique, tout est symbole. Dans la vie maçonnique, tout est sujet de réflexion et d'enrichissement. C'est pourquoi, mon frère Maurice, au nom de tous les frères et sœurs réunis en ce jour, je te remercie, ainsi que ma sœur Élise, de nous avoir offert ce bonheur hautement maçonnique de partager la célébration de 50 ans de vie maçonnique exemplaire. J'ai dit, mesdames. Mon frère Jean, je te remercie de cet ordre élogieux. Mais je crois que quelqu'un va demander la parole. Reste assis, Maurice. Tu veux dire que je ne veux pas t'amener ça me paraît droit du jour. Les enfants, mes sœurs et mes frères, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux à l'occasion de ce que vous avez appelé mon jubilé. J'ai reconnu des fêtes que nous n'avons plus l'habitude de rencontrer en ce temps. De vieux frères pour la plupart, et leur présence ici est la garantie de l'affection qu'ils me portent. Merci de tout cœur. Tout ce que tu as dit, Jean, en réalité, quand je vais faire en arrière, il n'est pas une grande mérite. Car j'ai eu la chance de un père charpentier de son état, franc-maçon, une mère magnifique, et j'ai grandi avec devant moi cet emblème qui maintenant nous est cher, les outils symboliques de la reine, de l'équerre et du combat. Et je vous garantis que
J'ai connu très jeune beaucoup de secrets de la maçonnerie. Des petites choses bien insignifiantes quelquefois. Mais enfin, dont je me rappelle bien volontiers. Très tôt, j'ai fréquenté les frères, qui étaient les frères de mon père. Et puis, pendant la Grande Guerre, alors que mon frère aîné, de 8 ans plus âgé que moi, était parti se faire tuer, j'avais la chance de reprendre son bâton de chef de patrouille aux éclaireurs de France. Vous ne figurez pas du souvenir profond que j'ai gardé de cette institution. J'avais 11 ans lorsque j'ai prêté le serment que beaucoup d'entre vous connaissent. Je pense en avoir respecté les principes, en agissant en homme conscient de ce devoir. Ce mouvement des éclaireurs m'a beaucoup marqué, je le répète, et a été le prélude de ma vie maçonnique. À 23 ans, je suis venu frapper à la porte de ce camp. Il n'était pas aussi beau qu'il est aujourd'hui, puisqu'il a été restauré, rénové. Je félicite à ce propos les vénérables qui m'ont succédé et qui ont réalisé ce chef-d'œuvre. Lors de mon initiation, le frère Daumont était vénérable. Le frère Thibault, le père de ce monsieur Thibault que vous connaissez, qui est président de la Caisse du Parlement, était premier surveillant. Le frère Rogelin, dont on a parlé tout à l'heure, était orateur. Mon père, mon beau-père et mon cousin Germain étaient sur les colonnes. Vous voyez que je n'ai pas eu mon mérite à me rapprocher d'eux. Quelques années après, je me suis marié. Et par conséquent, ma liaison idéologique avec la maçonnerie. Après cette liaison, j'avais la chance de contacter un mariage heureux avec une femme que tu as fort bien dépeinte. Une petite femme affectueuse, disais, et dévouée, que beaucoup d'entre vous appellent gentiment Élise ou Mamie. Elle, la maçonnerie et la laïcité, et moi, devions faire bon ménage. Pas ménage à trois, puisque nous étions ainsi 4. C'est grâce à son concours, son dévouement que j'ai œuvré sur les plans civiques, politiques, maçonniques et familial. Je regrette que notre rituel ne lui permette pas d'être là et de garder pour elle tout ce que tu as dit tout à l'heure la concernant. De notre ménage naquirent 3 enfants. Ils sont maintenant mariés. Leurs conjoints et eux représentent 6 personnes.
Et ils sont 3 qui appartiennent à la maçonnerie. 2 au Géo, une au DH. Notre fille aînée, Yann, ici présent, est au DH. Elle y occupe un poste de surveillant. Son mari, notre frère Christian, est hospitalier de la famille. Notre garçon, que vous connaissez tous, Robert, a déjà assumé les fonctions de premier surveillant et est maintenant le face couvreur de ce monde. Ils sont ici, et partagent, j'en suis persuadé, mon émotion et aussi mon plaisir. Mais on ne peut faire tout ce dont il a été question, qu'en ayant quand même un métier et en travaillant. Aussi, à l'âge de 27 ans, après avoir été contrôlé en bonne tri, mais je ne sais pas, j'ai quitté cet emploi pour faire de l'assurance. Et je me suis constitué un portefeuille grâce auquel j'ai pu avoir une petite organisation familiale et administrative. Aussi, pendant toute mon existence de maçon, j'ai eu la chance d'avoir, en la personne de 4 de secrétaires, en plus de 40 ans de métier, des filles ou épouses de maçons. Tant et si bien que je pouvais travailler en faveur de la maçonnerie avec toute la discrétion nécessaire. Et je pouvais compter sur la fidélité et sur leur discrétion. La dernière dentelle, permettez-moi une légère discrétion, digression. Morissette, la femme de notre frère Rat, continue à rendre d'appréciés services aux 3 vénérables de notre ordre. Elle est aujourd'hui au chevet de son mari, récemment opéré à la Salpêtrière, notre frère Rat. J'ai pour tous les deux une affectueuse pensée et souhaite à notre frère un bon rétablissement. En 50 ans, j'ai beaucoup connu de frères. 50 ans, c'est un siècle, nous ne l'oublions pas. Ça fait du potin. Fidèle à ma loge et à notre obédience, j'ai vu défiler ici beaucoup de frères, dont certains ont été tout particulièrement valeureux. Ceux dont je vais citer les noms sont disparus. 4 d'entre eux ont donné leur nom à des rues ou écoles de Troyes. Gaston Roslin, Albert Bovin, Pierre Brossolette et Henri Cuinet. Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que Pierre Brossolette, que nous nous honorions et que nous nous honorons d'avoir compté parmi nous en cette loge, avait été initié à la GL, mais quelque temps avant la déclaration de guerre, il est venu ici, bien humblement et sagement, s'affilier au Géo par l'intermédiaire de l'ordre social. 2, au moins 2 autres, ont des rues dans le département.
Je pense à Chancelet, à Bénédicte. D'autres, les frères Pascal, Dodo, Fromm, Rogelin d'Ayacité, Colin Victor ont dirigé l'atelier avant moi. Nos frères Honegger, Tassin, Grandjean, Achille, Maury, Fromentin, Petit-Jean, Thibault, Clarençon, Thierry, Bidot, Renaudot, Stéphane ont honoré la maçonnerie auboise et notre loge tout particulièrement. L'un d'eux, notre frère Thierry, était compagnon de la Libération et commandeur de la Légion d'honneur. C'est vous dire que nous sommes une loge favorisée puisque nous avons eu la bonne fortune de compter 3 frères portant cette décoration magnifique de compagnons de la Libération. Brosselet à titre posthume, il est vrai. Notre frère Thierry, hélas décédé, et notre frère Guingouin, ici présent, que nous ne n'aurons pas ici. Bien sûr. Ayons, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, en leur mémoire, comme on celle de tous ceux que je n'ai pu citer, une fraternelle pensée. Oui, tu as rappelé que j'avais été un des membres constituants ou fondateurs de la loge du DH de Troyes. C'était, si je me souviens bien, en 1935 ou 1936. Jeune turc de l'atelier du Géo, j'ai coopéré à la naissance de la loge dans le fraternel accueil de l'obédience mixte du droit humain. J'en ai été orateur. Pour la première fois, je mettais un sautoir, je ne les avais quittés, ces machins-là. Je me remémore avec plaisir cette époque et les difficultés qui ont précédé à l'allumage des feux de ce nouveau foyer maçonnique mixte. J'ai promis à nos sœurs de leur faire un jour une planche sur cette période de la création de l'atelier. Je n'oublie pas. Mon frère Jean qui nous a brossé à travers mon curriculum vitae le tableau de ce qu'avaient été les activités de notre atelier pendant les 12 années, 2 fois 6, où officiellement j'ai été votre vénérable. Ce que tu as omis de nous dire, c'est qu'à part un infarctus en avril 63, et alors que tu occupais le plateau de premier surveillant, tu m'as avantageusement remplacé, puis suppléé. D'abord, nous faire interprète de nos très illustres frères Élie Richard et Jean Masson, qui m'ont prié de m'excuser et qui m'ont demandé de s'assurer de leur affection, de leur sentiment fraternel. Je m'excuserai les frères, mais aujourd'hui, je crois qu'il ne serait pas séant d'une journée de serveur maçonnique que nous essayons aujourd'hui de parler de problèmes administratifs que nous avons de deux côtés. Je m'adresserai tout particulièrement à notre frère Maurice. La lecture de ton portrait dans notre frère Bouillard, il nous restait beaucoup de chemin à faire encore pour pouvoir accomplir toute la tâche que tu as accomplie. C'est une lourde charge et de conseil et dont on s'aperçoit qu'on succède à notre frère d'activité, mon frère Maurice, la charge est encore plus lourde. J'ai remarqué dans ce lien de ton frère Bouillard que tu as su dans tes vies de maçon et dans tes vies profanes illustrer parfaitement l'action de avoir l'information sur le forum. C'est-à-dire qu'en dehors de l'engagement personnel, et réalisé en même temps des vérités que nous avons acquises,
Tu as su aussi faire reconnaître le fait maçonnique sans avoir jamais honte de ta qualité de maçon. Par ailleurs, j'ai remarqué, ces pigeons voyageurs qui sont des francs-maçons pas souvent le même chemin, et que de l'engagement d'éclaireur à l'engagement politique, j'ai pris un peu les mêmes chemins que les tiens, mais on a encore beaucoup à faire. Et je me souviens que lors du banquet, auquel j'ai participé à Troyes, il m'a fait plaisir d'être à tes côtés, nous avons parlé un peu de politique, et finalement, nous sommes tombés d'accord sur une analyse, à savoir que ce radicalisme que nous servons, nous avons servi, perdait une de ses vertus essentielles, à savoir la gastronomie. Et toi, comme moi, comme mon frère Maurice, dans cette circonstance, le travail n'est pas encore achevé. Je voudrais, pour conclure, pas rapidement, si vous me permettez, adresser des mots qui résonnent bien pensés et qui est en fait, on voit appeler le chapeau du grand orient de la maçonnerie en général, peut-être d'activité de ce frère. Je voudrais simplement te dire toute l'affection que je te témoigne et toute la reconnaissance au travail que tu as effectué pour notre obéissance et pour notre ordre. Jésus. Très illustre frère Georges, je te remercie. La parole est au très illustre frère Jacques Mitterrand pour un morceau d'architecture en cette occasion. Veux-tu prendre le reste? Très illustre frère, mesdames et maîtres en chaîne, et nous tous, mes sœurs et mes frères. Un morceau d'architecture, non. En un jour, comme vous le comprenez, ce n'est pas seulement la raison qui doit parler, mais le cœur. Tu l'as dit il y a un instant, mon frère Jean, quand ton remarquable propos s'exprime. Le cœur qui rejoint d'ailleurs, en de maintes circonstances, et dans cette loge particulièrement, la raison. Ce n'est pas sans émotion. Et Maurice comprendra pourquoi. Je viens dans ce respectable atelier. Je l'ai fréquenté bien des fois. Bien des fois. Et j'en ai toujours conservé un souvenir à la fois précis et ému. Précis quant aux travaux qui étaient effectués dans cet atelier. Et ému parce que l'aurore sociale est un des ateliers français où la fraternité a son sens le plus large. Je m'exprime. Il ne s'agit pas pour vous seulement à l'aurore sociale de célébrer dans le temps la fraternité. Vous avez compris mieux que quiconque, sous l'autorité, mon frère Maurice, que la fraternité ne se bornait pas aux portes du temple, mais que notre fraternité est celle qui s'étend à l'humanité tout entière, et que hors du temple, quand nous nous appelons frères et sœurs, nous sommes prêts à exprimer le même terme à l'égard de tous ceux qui se battent pour l'idéal qui nous est commun. À quelle enseigne? Que quand un homme dans sa patrie souffre dans les faits, parce qu'il n'est pas du monde, que quand un homme dans sa patrie tombe sous les coups des mercenaires d'un gouvernement qui est un gouvernement fasciste, nous avons occasionné de dire que cet homme-là est un franc-maçon sans tablier. Ben voilà la vraie fraternité. Que de fois Maurice, sans qu'il le sache, dans des réunions publiques notamment, de parfois des réunions maçonniques, j'ai cité en exemple l'Europe sociale. Je la connais bien cette loge, et je sais ce qu'elle représentait, non seulement à Lorient où elle siège, mais dans le département de l'élection nationale. Vous avez restitué à la loge maçonnique du Grand Orient de France son véritable rôle dans la cité. Rien ne se passe dans la cité, du point de vue politique ou du point de vue social, du point de vue humain, sans que le cabinet du vénérable ne soit saisi. Je me souviens, vois-tu, Maurice, de l'époque où tu me disais, à la municipalité, il y a notre frère interne. À l'agriculture, il y a notre frère interne. À la caisse d'épargne, nous avons celui-ci. Au jeunes de la jeunesse et de la culture, nous avons cet autre. Au conseil général, c'est ce dernier. Et ainsi, dans ton cabinet, tous les problèmes venaient se rejoindre pour que la loge maçonnique, de tout son pouvoir, contribue à la solution démocratique
des problèmes ainsi posés dans la ville, dans la cité, dans le département et la région de la nation. Donc voilà le rôle du Grand Orient de France. Nous sommes et nous en sommes fiers, la plus ancienne puissance maçonnique sur le continent. Et à ce titre, nous avons des obligations parce que nous sommes porteurs de la foi. C'est un témoignage dans le monde contemporain, et puis c'est un patrimoine qui nous a été légué par ceux qui nous ont transmis. Il y a quelques instants, Maurice, notre frère Jean, exprimait sur le plan de l'homme, sur le plan familial, le rôle qui avait été le mien. Moi, je voudrais en parler sur le plan national. Et ainsi, sans que nous nous soyons consultés, mon frère Jean, nos propos sont complémentaires. Bien sûr, nous avons vécu au Conseil de l'Ordre, avec toi, des moments qui étaient difficiles. Des moments qui étaient plus lourds. C'était une époque, pourquoi pas dire, où dans Paris, on se posait la question de savoir si la plus belle origine du siècle ne s'appelait pas tout en France. Et d'aucuns ricanaient. Nous avons dû faire face à ces difficultés. Et aujourd'hui, les hommes de notre génération peuvent se vanter d'avoir légué un patrimoine déterminé au Grand Orient. Te souviens-tu, Maurice, que nous avons eu à choisir entre la Déclaration des droits de 1789 et celle de 1793, que moi je ne vois pas encore à ta place, sur le côté droit de la table. Et tu as dit à ce moment-là, il faut prendre celle de 93 parce que c'est celle qui est vraiment libératrice. Et c'était vrai. Car le dernier article de la Constitution de 93 indique que quand les pouvoirs publics dégénèrent, quand il n'y a plus de liberté dans la cité, alors l'insurrection populaire devient le plus sacré des devoirs. Et nous avons pris la Constitution de 1793, qui se trouve à l'heure actuelle dans le parmi du temps. Mieux, il s'agissait de donner à notre maison, en une formule lapidaire, son véritable caractère. Et c'est le vent, le Père le vent, qui nous a apporté des formules. Et nous avons retenu communément, à l'unanimité du Conseil, la formule de Saint-Exupéry: si tu diffères de moi, mon frère, loin de blesser de mourir. Quelle noble tradition, quelle grande formule. C'est nous, Maurice, qui avons légué au Grand Orient de France cette maison d'édition, cette librairie, au milieu de quelles difficultés? Les difficultés qu'on a retrouvées hier, que tu parlais, mon agent, que nous allons examiner deux fois dans mon état d'obédience. C'est nous, Maurice, qui avons bâti ce temple républicain, car il était de tradition au Grand Orient de France qu'il y a toujours un temple républicain. Et quand avait été détruit au second étage, le temple républicain nous a conduits au Conseil de l'Ordre, sur notre proposition, la décision que dans le nouvel immeuble, il y aurait un temple républicain. Et c'est le temple de la rien, tel qu'il existe aujourd'hui. J'entends bien qu'à cette époque, il y a eu des difficultés, et qu'en un sourire figé, un des anciens obus du Grand Orient de France disait: et quoi ce temps? C'est patriotard, c'est l'entrée des Français à Strasbourg. Oui, c'était une évocation en effet de la Révolution française, et non pas seulement de l'histoire de l'Alsace et de la Lorraine. Et nous y avions tenu parce que les chartes dont nous étions le plus fiers, et tu l'as souligné il y a quelques instants, mon frère Jean, c'était l'écharpe bleue. Car notre écharpe bleue, d'où vient-elle? C'était au XVIIIe siècle, les princes de sang royal, qui seuls avaient le droit de porter le cordon de l'ordre du Saint-Esprit, le cordon bleu. Et les francs-maçons de cette époque, pour démontrer qu'ils étaient des hommes, et que parce qu'ils étaient des hommes, ils étaient les princes, les époux des princes de sang, on parlait leur poitrine de l'écharpe bleue de l'ordre du Saint-Esprit, devenue l'écharpe de l'égalité des hommes, l'écharpe de la fraternité et de la liberté. Là voilà la grande tradition du Grand Orient de France, que tu as si puissamment contribué à créer, non seulement par ton travail dans la loge, Maurice, non seulement par ton rayonnement personnel, non seulement par ton sens de la fraternité et de l'action liée à la pensée, mais dans le même temps par ton rôle à l'échelon national. Ces choses-là devaient être rappelées.
devait être rappelée au jour où nous célébrons nos jubilés, car c'est la grande tradition du Grand Orient de France, et tu fus, et tu demeures dans ce domaine, un modèle, un exemple, à ces grands francs-maçons. De ces grands francs-maçons qui, au Grand Orient de France, ont toujours considéré que l'ordre, solidement implanté dans le sol de la nation, avait un rôle éminent à remplir. Nous ne sommes pas, par nos effectifs, l'infanterie lourde de la République. Quand nous passons, on n'entend pas le poids lourd et régulier des légions romaines. Mais nous sommes l'avant-garde audacieuse, celle-là qui doit frayer la voie de la démocratie, celle-là qui doit être en avance de l'événement, et qui doit indiquer quelles sont les routes à utiliser pour qu'il y ait une justice dans le monde social. Souvent, on nous dit, et quoi? Vous oubliez notre rôle ésotérique, vous oubliez nos symboles. Que non pas. Mais nous donnons à nos symboles de francs-maçons du Grand Orient de France, au sens le plus large du terme, un sens progressiste. Nous avons retenu les chiffres, c'est vrai, 5, 7, 3, pourquoi? En souvenir de Pythagore. Pythagore, qui au fronton du temple grec, en arrivant, trouve la formule, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, mais formule auquel il ajoute, nul n'entre ici s'il fait géomètre. Autrement dit, premier éclat d'une science doit faire reculer la peur des hommes et la peur des dieux. En souvenir de ce premier effort des hommes, vers l'accession à la liberté et la connaissance de l'univers, nous avons gardé symboliquement les chiffres de Pythagore. Et puis les siècles sont passés. Et au pied de la tour inachevée de la cathédrale, encore blanche et non couverte des pâtures, se tient la loge maçonnique. On y est pas où la science est interdite de citer par l'Église, par le prince, par l'évêque, par le roi. Dans la loge maçonnique, on enseigne le pacte, c'est-à-dire la géométrie, le secret du métier, c'est-à-dire la science. Alors, en souvenir de ces bâtisseurs de cathédrales que vous connaissez si bien dans notre région, en souvenir de ces bâtisseurs de cathédrales, nous avons conservé les outils symboliques que nous servons aujourd'hui. Nous ne leur donnons pas un sens ésotérique imbécile. Nous ne jouons pas au tarot. Mais à ces symboles, nous conservons leur valeur de progression humaine, leur volonté de libération. C'est la même que s'efforçaient de conquérir les hommes qui maniaient ces outils et pour concrétiser l'ensemble le grand rôle de la franc-maçonnerie dans la République universelle. Oui, aujourd'hui, l'immense problème se pose à nous. Les hommes qui sont au Conseil de l'Ordre peuvent se souvenir des exemples de ceux-là qui les ont précédés. On ne voit pas Maurice, Georges, nous restons fidèles à ces grands souvenirs. Ils sont pour nous des leçons. Et aujourd'hui, le jubilé de Maurice s'inscrit à la liste d'honneur de ceux-là qui ont précédé notre action présente. Notre action présente qui doit s'exercer dans le même sens que dans le passé. Le Grand Orient de France doit reprendre sa grande tradition à un instant égaré. Le Grand Orient de France doit se soucier de l'avenir des hommes. Le Grand Orient de France, au sens le plus large du terme, doit être le centre de l'Union. Le centre de l'Union, qu'est-ce que c'était au XVIIIe siècle? C'était dans la loge, sous le signe égalitaire de l'épée, porté par des hommes de rotule, et des hommes de noblesse. Le centre d'union, c'était, au sein de la loge militaire, l'égalité de droits et de devoirs des officiers et des bras officiers. Nous avons à cet égard des documents catégoriques que relie par la pensée ce régiment, dont le colonel était un très grand seigneur, M. Tresol, qui au jour de la fête solsticiale tournait vers les colonnes et disait « Nous ne sommes plus ici au régiment, nous sommes à l'heure actuelle dans la loge maçonnique et nous sommes tous à égalité de droit. » C'était ça, c'est l'union du XVIIIe siècle. Allier la rupture et la noblesse dans un sentiment de progrès et dans un sentiment de volonté de transformation sociale et politique. C'est vrai, il y avait, comme il y a toujours, au Grand Orient de France,
des loges réactionnaires ont-elles laissé un nom dans l'histoire? Qui aujourd'hui ose se prévaloir de la loge d'apprendeur, qu'il s'agisse d'une loge féminine ou qu'il s'agisse d'une loge masculine? La loge féminine, elle avait à sa tête la duchesse de Lamballe, dont la tête a fini au bout d'une pique. Quant à la loge masculine, elle n'a même pas laissé le nom de son propre vénérable. Mais les loges de progrès, comme la loge des Neuf Sœurs, c'est là qu'elle est restée dans nos annales. C'est là à porter les grands noms de la langue, de Voltaire, de Tolbach et de tous ceux-là qui, sous le signe du progrès, dans les salons et en public, exprimaient la pensée maçonnique. Voilà notre référence au point de vue historique et du caractère de progrès du Grand Orient de France. Centre d'union, disais-je? Bien sûr. Et dans le monde moderne, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes la seule organisation qui groupe en son sein des hommes de pensée politique et de pensée philosophique différentes. Et quoi, disons? Quel est ce salmigoni? Ah, entendons dire. Ces hommes-là sont unis par deux principes qui doivent être réalisés dans l'action de chaque jour. Le premier principe, je ne dirais pas que c'est un principe de tolérance, comme disait l'autre, il y a des raisons pour ça. C'est un principe de respect de la pensée des hommes, respect de la pensée de chacun, respect du droit d'expression. Et le bon principe, c'est que ces hommes sont tous des hommes de progrès. Nous parlons de progrès au sens élyséen du terme, mais de progrès au sens populaire du mot, avec tout ce que cela signifie. Ils ne sont pas des hommes de progrès, ils n'ont rien à faire au Grand Orient de France. À cet égard, nous sommes catégoriques. Nous sommes catégoriques, oui. Nous l'avons été hier quand certaines des notions que je viens d'exprimer étaient perdues de vue. Nous le demeurons aujourd'hui aux côtés d'un grand maître qui restitue au Grand Orient de France son caractère civique, républicain et moral dans le même temps. Le Grand Orient de France, par son grand maître aujourd'hui, se célèbre au Grand Maurice, célébrant dans la personne nos grandes vertus maçonniques et dans le même temps nos devoirs civiques. Car il n'est pas digne de porter l'écharpe bleue. Celui-là qui considère avoir rempli son devoir quand il vient une fois par an ou une fois par mois à la loge maçonnique. Le maçon, et tu le disais tout à l'heure, mon frère Georges, doit être un homme engagé. Une maçonne, permettez-moi de le dire, doit être une femme engagée. Engagée suivant le tempérament de chacun. Il s'intéresse, celui-là, à l'écologie, qu'il s'engage dans la voie écologique. Ces autres, eux, s'occupaient de la pensée libre, qu'il entre à l'union rationaliste. Ce troisième, au contraire, considère que le syndicalisme et la coopération sont l'avenir de la cité, qu'ils entrent dans les syndicats qu'ils auront choisis. Cet autre entend participer à la vie publique de la nation, qu'il entre dans son parti politique. Mais la loge maçonnique du Grand Orient de France, sous le signe du centre de l'Union, doit exercer auprès des hommes de progrès des possibilités de coopération. Là aussi, nos traditions sont solides. On évoquait le passé, les fils de ton jubilé, et quoi? Qu'est-ce que nous avons fait par nos devanciers en 1924? Dans la chambre Bleu Horizon, qui était la chambre réactionnaire, sous couvert de l'Élysée qui était tenu par un franc-maçon qui avait été chassé du temps pour infidélité à son serment maçonnique et qui s'appelait Alexandre Millerand. Dans la chambre Bleu Horizon, on tendait au mois de mai 1924 d'emporter à nouveau dans le pays le Grand Orient de France, par son grand maître, par Roussier, est descendu dans la République pour la première fois. Mieux, nous avons donné au cartel des gauches qui a été constitué 16 brigadiers, 2 formules par Roussier. La première est une formule picturale, en lui donnant notre dessinateur le frère du Quercy. La seconde est une formule politique en proclamant par la voie de Roussier, pas l'ennemi à gauche. Et au 11 mai 1924, nous l'avons emporté. Il faut relire, comme une leçon d'histoire, comme une leçon de civisme, les ordres du jour du Conseil de l'ordre de cette époque. Non pas seulement d'ailleurs à la veille des élections, mais sur le lendemain des élections. Et parlant du prêtre Millerand, il disait il faut rendre aux jésuites l'homme qui leur appartient. Et Millerand a été chassé de l'Élysée. Et puis, quant aux heures de 1936, c'est posé l'immense histoire du Front populaire. Quel a été le rôle du Grand Orient de France? Cette fois, c'est par l'entremise de la Ligue des droits de l'homme qu'il a bâti le programme du Front populaire, qu'il a contribué à ce programme.
qu'en réconciliant le drapeau rouge au drapeau de la République, on a un immense cortège de la Bastille à la Nation. En tête de ce cortège, parmi les responsables politiques du pays, se trouvaient des représentants en collège du Conseil de l'Ordre, du Grand Collège de France, ni de leurs insignes. Là voilà la grande tradition, à la fois ésotérique au sens progressiste du terme, au sens civique du mot, au sens maçonnique du Grand Orient de France. Et cela fait de nous, grâce à des hommes comme toi, Maurice, le lieu de rendez-vous, le pôle d'attraction de toutes les maçonneries de progrès du monde entier, de toutes les maçonneries libérales au sens plein du terme. Hier, au Conseil de l'Ordre, par la voix de notre grand-mère, nous connaissions les travaux qu'ils ont effectués à l'heure actuelle, par le Centre de liaison des puissances maçonniques, signataire de l'appel de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est l'Amérique maçonnique, fidèle au souvenir des Libertadores, qui tous étaient francs-maçons, depuis Juan Martí jusqu'à Bolivar. C'est l'Amérique centrale, c'est l'Amérique du Sud qui se tourne vers nous et demande à rentrer au sein de l'USAS. La voilà la grande tradition du monde. C'est d'être l'élément moteur de la maçonnerie libérale. C'est éclairé par une lumière crue, la vérité du jour, la vérité dans le temps. Et puis, ayant recueilli ces valeurs, ayant recueilli nos délibérations, les porter dans le temple, les porter à l'extérieur du temple. Voilà, Maurice, et pardonnez-moi d'avoir été trop long. Pardonnez-moi, mes sœurs et mes frères, la grande tradition du Grand Orient de France, alliant la pensée et l'action, qui résulte à la fois de l'examen de la vie publique et privée, de la vie maçonnique et de la vie politique, mon frère Maurice. Mon frère Maurice, au sens plein du terme, une vieille et solide affection de lui. Et je remercie le vénérable père d'avoir bien voulu m'associer aujourd'hui à cette manifestation de célébrant, et célébrant par sa main, par fond de la personne, l'idéal libérateur du Grand Orient de France. Je te remercie aussi, mon frère Maurice, de m'avoir demandé aux heures du moment de te remettre une date de cinquantenaire. C'est un geste symbolique. L'hommage qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est l'honneur du Grand Orient de France, qui reste fidèle lui-même. Et en ta personne, nous demeurons serviteurs de l'homme, au sens le plus élevé du terme. De l'homme, le cœur servi. Car au Grand Orient de France, nous avons commis le péché de Lucifer, qui devait être commis bien plus tard par Teilhard de Chardin. Nous avons mis l'homme sur l'autel pour y remplacer Dieu. L'homme, oh, notre éternel tourment, c'est vrai, mais dans le même temps, notre suprême espoir. Très illustre frère, je te remercie de tes paroles si chaleureuses et précieuses. Ne bouge pas. Mais on ne bouge pas. Mes sœurs et mes frères, avant de reconduire le dignitaire, je vais vous demander de tirer une batterie en l'honneur du vénérable maître d'honneur de l'Aurore sociale, cinquantenaire maçonnique, qui est aujourd'hui Maurice Gondeau. Debout, et alors, les sœurs,